Alors, 2 minutes sur l'histoire de cette présentation. C'était donc dans l'année 2008 où M. Shalom Malka de l'école juive avait dirigé un projet pour les enfants qui s'appelait « Je respecte mon environnement ». Il m'avait demandé de faire un topo sur l'œil et la Torah. Et ça avait pris 5 mois entre les recherches médicales, les recherches des textes de Torah, la mise en forme. Et il se trouve qu'il y a 2 ans, suite à une malencontreuse manipulation, j'ai tout perdu sur mon ordinateur. Et il y a 1 mois, encore M. Malka, il m'a dit non, mais j'ai une ancienne version, donc il m'a redonné cette version. Et juste à ce moment-là, je parlais avec Élise Écrit qui m'a demandé de vous la présenter. Donc 2 fois ce soir, je remercie M. Malka, en plus de M. Chiroun et M. Zécri. Alors, le titre qu'on a choisi ce soir, c'est L'œil et la science, l'œil et la Torah. Ça va être l'analyse, l'explication d'un pasouk tiré du prophète Yov, Mi Bessari Echezé Eloa, de ma chair je verrai Dieu. Alors tout de suite se pose la question, on est bien d'accord, quand on voit notre chair, on ne voit pas Dieu. Alors il faut réfléchir un peu plus en avant. Et comme quand on étudie les textes, il faut bien regarder ce qui est marqué. Donc c'est écrit Mi Bessari. C'est à partir de ma chair. Donc en regardant ce qui se passe dans ma chair, Echezé Eloka, ce n'est pas je vois, mais je verrai. Après cet examen, je verrai Dieu. Ce que je vous propose ce soir, c'est donc de vérifier ce pasouk. Et Eloka, je verrai quoi? Donc ni le hasard, ni un homme, mais mon créateur. Donc on va analyser ensemble, pas tout le corps humain, donc la partie qui me concerne à moi, c'est donc l'œil. De façon assez résumée que vous puissiez facilement comprendre, j'espère. À partir de là, après avoir vu la structure et les fonctions de l'œil, on analysera qu'est-ce qui peut être à l'origine de la création d'un œil humain. On fera des comparaisons, on tirera des conclusions et on essaiera d'apprendre quelque chose pour notre vie de tous les jours. Voilà donc la coupe d'un œil. Donc c'est-à-dire que si je me tiens comme ça devant vous, donc mon œil va en face par là-bas. Donc là, il y a l'avant de l'œil et là, l'arrière de l'œil. On va voir les différents éléments. Je ne vais pas simplement vous parler du côté médical, on va essayer de comprendre pourquoi l'œil a été fabriqué de cette manière. La fonction de l'œil, c'est la vision. Qu'est-ce que c'est la vision? C'est le passage de l'image que l'on voit dans l'œil. Donc la diminution de la taille de l'image, puisque l'intérieur de l'œil est tout petit, fait quelques centimètres carrés. La réception de l'image, l'analyse des informations, le codage, le transport des informations, et après le décodage et la visualisation de l'image. Donc c'est ce que nous allons voir peu à peu. Première partie de l'œil. L'œil, il y a donc un contenu, un contenant. Le contenant, c'est un sac fait par constitué d'un tissu qui a 3 particularités. Premièrement, il est résistant, il est souple et enfin il est rond. Ce tissu est résistant, on peut comprendre, puisqu'il faut protéger le contenu, donc il faut quelque chose de résistant. Il est souple. On aurait pu penser qu'il fallait une matière rigide, mais une matière rigide se casse. Quelque chose de souple peut épouser les chocs, et donc ne se casse pas. Enfin, l'œil est rond. On aurait pu se poser la question, pourquoi est-ce que les yeux en général sont ronds, surtout l'œil humain? Alors je pensais répondre de la manière suivante, c'est que si l'œil était carré, on aurait du mal à regarder toute la journée dans toutes les directions. Et donc l'œil rond facilite les mouvements des yeux tout au long de la journée. La partie en avant donc, du sac, c'est ce qu'on appelle le petit hublot, la cornée, qui est une structure transparente. C'est comme une éponge qui est résistante comme le sac. Elle est formée de fibrilles qu'on appelle de collagène qui sont toutes parallèles les unes entre elles, c'est ce qui permet la transparence. Un élément important, dans le corps humain, on a un équilibre parfait et très précis des différentes structures. Dans la cornée, j'ai retrouvé qu'il y avait 78% d'eau. S'il y avait un petit peu plus d'eau ou un petit peu moins d'eau, la cornée devient opaque et on ne peut plus voir. Cette cornée est très fine, 1/2 millimètre au centre et 1 millimètre sur la périphérie. Le but de la cornée est, par sa transparence, de laisser passer l'image et surtout, comme un objectif d'un appareil photo, de diminuer la taille de l'image. Par exemple, moi qui vous regarde, donc j'ai en face de moi une image qui fait à peu près 20 mètres. Cette image de 20 mètres, à travers l'œil, elle est diminuée à une surface de quelques centimètres carrés. Le pouvoir de diminution se mesure en dioptrie.
Quand vous portez des lunettes, vous avez des lunettes de moins 1 dioptrie, moins 2 dioptries, les gens très myopes, moins 8, moins 9. Le pouvoir de l'œil est de la cornée de 43 dioptries. C'est la force nécessaire pour réduire la taille de l'image, en complément avec une deuxième lentille qu'on verra tout à l'heure. Cette cornée est constituée de 4 couches sur ces 5 mm. La première couche qui se situe donc en avant, c'est la couche des larmes. On a une partie de larme qui est permanente au niveau de l'œil et qui permet d'une part la transparence, participe à la transparence de la cornée et apporte des éléments de nutrition, oxygène et molécules énergétiques. La deuxième partie, qui s'appelle l'épithélium, est une petite peau de protection qui se répare toute seule quand il y a des problèmes, qui est très innervée, et c'est cela qui permet la protection de l'œil, puisque à chaque fois qu'on se touche l'œil, on a très très mal, ou qu'on a une griffure, ça fait très très mal. Pourquoi cela? C'est un signe d'alerte pour éviter que l'œil s'endommage, puisque la vision est absolument capitale pour l'être humain. À l'intérieur se trouvent les fibres de collagène dont je vous ai parlé, qui s'appelle le stroma. C'est cette fameuse éponge avec une quantité quasiment fixe de 78% d'eau. Enfin, la quatrième partie se trouve être le petit granulé qui se trouve ici, qui sépare la cornée de l'intérieur de l'œil où il y a de l'eau. Alors c'est très intéressant, cette structure est en fait un microfiltre régulateur de la quantité d'eau qui se trouve à l'intérieur de la cornée. C'est ce filtre-là qui a des capteurs qui permettent de savoir combien il y a d'eau dans la cornée. S'il n'y en a pas assez, ça en laisse passer. S'il y en a trop, ça en laisse pas passer. Et c'est ce filtre-là qui permet la quantité fixe au niveau de la cornée. On va parler, comme dit le Maharal de Prague, une création n'est parfaite que si elle a sa protection avec elle, comme une mitzvah, sa xéra. La protection de l'œil, c'est les paupières. Les paupières contiennent un système musculaire réflexe et des cils. Les muscles de la paupière nous permettent de fermer l'œil en cas de danger, en fonction de protection. Reposer aussi, non? C'est pas l'œil, ça permet pas de reposer. Alors, le repos de l'œil va se faire... Oui, c'est une bonne question. Il vient du fait qu'on se protège de la lumière plus avec la paupière et du fait que ce que je vais dire maintenant. On a les cils des paupières qui filtrent les poussières qui empêchent qu'elles arrivent dans l'œil. Les paupières, en battant, font ce qu'on appelle un nettoyage de surface. Ça veut dire donc on a des petites particules qui nous dérangent. Hop, les paupières, comme les essuie-glaces de la voiture, enlèvent ces particules et les évacuent. Enfin, ces paupières, par leur battement, font une répartition homogène du film lacrymal. Quand on ne bat pas des paupières, on garde les yeux ouverts, alors l'œil s'assèche, on voit flou, ça pique. Et les paupières, quand on cligne, remettent du liquide et remettent une répartition homogène. Le fait d'avoir les yeux fermés permet une présence de liquide en permanence et donc il nous apaise quand on a les yeux irrités. Mais plus que ça, les paupières contiennent une véritable usine chimique intégrée qui va fabriquer donc les larmes et leurs constituants. Quels sont ces constituants? De l'eau en permanence, des graisses en permanence, qui forment donc ce film lacrymal qui va permettre la transparence et le bien-être au niveau de l'œil. Quand il n'y en a pas assez, ça entraîne une sécheresse et ça entraîne une vision trouble. Donc c'est une fonction fondamentale au niveau de la vision. Mais en plus de ça, ces paupières fabriquent des agents antimicrobiens, comme des antibiotiques, qui permettent l'élimination en permanence de germes dont on n'a même pas connaissance. Enfin, on a la fonction eau en jet. De quoi s'agit-il? Eh bien, quand on pleure de joie, pleure de tristesse, imaginez-vous quand on prend la douche, donc on ouvre le robinet, il y a plein d'eau qui coule, mais on sait, il y a le cumulus qui contient l'eau. Ben, des fois, quand on pleure, on peut verser jusqu'à 2000 litres d'eau, mais il n'y a pas de cumulus. Où se trouve cette eau? Ce sont les paupières qui fabriquent cette eau de façon instantanée, par des processus chimiques que je ne vais pas détailler. Donc, une petite usine chimique ultra perfectionnée au niveau des paupières. Continuons. Un petit peu en arrière, dans la partie bleue qui se trouve ici, donc qui fait tout le tour de l'œil, c'est l'iris. L'iris que vous connaissez bien, on a des iris bleus, des iris verts, des iris noirs, plus ou moins pigmentés. Quelle est la fonction de l'iris? C'est un volet, un protecteur solaire automatique. C'est des verres de lunettes, des verres de lunettes solaires avec variateur. C'est-à-dire, quand nous sommes
en pleine lumière, il y a trop de lumière pour l'œil. À ce moment-là, l'iris se referme, ce petit muscle qui est rond et plat se referme afin de laisser passer un minimum de lumière pour ne pas être ébloui et puis surtout pour laisser passer l'image que nous voyons au centre. Alors la pupille est justement l'espace vide qui se trouve ici par lequel passe la lumière. C'est l'arrêt du muscle de l'iris. C'est la pupille, c'est un espace vide, c'est un trou en fait, la pupille. Donc dans la nuit, on n'a pas assez de lumière, donc l'iris va s'ouvrir pour laisser passer plus de lumière et pour qu'on arrive à voir mieux quand il y a moins de lumière. On va remarquer qu'il s'agit d'un réflexe automoteur qui est automatique et il est permis, il fonctionne grâce à l'existence de capteurs de lumière intégrés au niveau de l'œil et qui fonctionnent en réflexe avec le cerveau de façon ultra rapide sans qu'on se rende compte, et ça tout au long de la journée. Donc les gens qui fabriquent les capteurs, qui fabriquent les systèmes de régulation au niveau des câbles électriques, tout ça, ils peuvent se rendre compte du côté assez extraordinaire de ce système. Un petit peu en arrière, nous avons une deuxième lentille ici qui s'appelle le cristallin, comme un verre de lunettes, comme le premier qui s'appelait la cornée. Donc c'est aussi une éponge souple hydratée, je n'ai pas les chiffres de l'hydratation, je ne les ai pas trouvés. Le rôle du cristallin, de la même manière que la cornée, est de participer à la réduction de taille de l'image. Donc la puissance est inférieure de 19 dioptries, avec les deux verres ensemble, ça fait une grosse puissance de diminution de la taille de l'image, de manière à ce que l'image qui arrive à travers la cornée puisse se centrer et devenir nette juste quelques centimètres derrière, au niveau du récepteur. Récepteur d'image qui s'appelle la rétine. Autre fonction de ce cristallin, autofocus intégré. L'autofocus, c'est ce qui permet de régler la distance de près. Enlevez votre portable, s'il vous plaît. Donc de près. C'est pas respect, franchement. La vision naturelle, c'est pour voir de loin. On est obligé d'actionner un mécanisme pour voir de près. Et c'est ce mécanisme qui ne fonctionne plus à partir de 40 ans, ce qui s'appelle la presbytie. Ce mécanisme où on voit bien de loin le bateau, mais pour lire le livre, ça devient compliqué. C'est quoi le rôle de la rétine? Ça va être le récepteur de l'image, on va en parler tout à l'heure. C'est ce qui se trouve à ce niveau-là. Alors une remarque intéressante, les ophtalmologues disent qu'à leur niveau, les hommes sont égaux devant Dieu à deux niveaux. Au niveau de la mort et au niveau de la presbytie. Tout le monde devient presbyte. Presbyte, c'est quoi? Presbyte, ça veut dire ce fonctionnement de la vision de près qui ne fonctionne plus à partir de 40 ans. La vision de près, donc on doit mettre des verres progressifs, on doit mettre des verres de près. La question qui est intéressante, au point de vue Torah, pourquoi Hachem a fait qu'un seul organe dans le corps ne fonctionne plus à partir de 40 ans, alors tout le reste fonctionne jusqu'à 100, 120 ans? Question intéressante. Je vais vous poser une réponse. Quand on a l'habitude d'analyser les choses Mida Keneged Mida, on se rend compte que ce qui se passe dans la réalité correspond au phénomène qu'Hachem nous envoie. Alors moi, dans mon métier, je vois les gens, qu'est-ce qu'ils me disent par rapport à ce problème? Ils disent, docteur, je dis oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, je recule pour lire. Alors je vous propose l'interprétation suivante. Hachem nous envoie ça pour qu'à 40 ans, on commence un peu à prendre du recul sur notre vie et qu'on se demande si ce qu'on a fait est bien dans le bon chemin. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il paraît que 40 ans, c'est l'âge où les hommes commencent à se poser des questions et à se mettre à changer, bouleverser leur vie parce qu'ils se rendent compte que c'est pas comme ils voulaient. Voilà pour la petite partie de Torah. Avec un super mail, là, on explique aussi qu'on peut comprendre l'enseignement d'un maître uniquement au bout de 40 ans. C'est que dans le marbre. Intéressant. Le chiffre 40 a de nombreuses répercussions. Très bien, très bien. Je vérifie que ça se bien. Ensuite, donc, ce cristallin qui est donc une lentille, et en fait ne flotte pas à l'intérieur de l'œil, il est fixé par un socle avec des petits câbles. Donc il doit être bien au centre pour que l'image se répercute bien sur la rétine. Donc ce cristallin est maintenu dans l'axe central par des câbles sur ce socle de fixation qui s'appelle le corps ciliaire. Ce corps ciliaire, c'est là où se trouve le muscle qui permet, par déformation du cristallin, la vision de près, donc l'autofocus. Et ce corps ciliaire
c'est aussi il contient une micro-usine de fabrication d'eau qui va être autorégulée. On va le voir dans 2 diapositives. Alors, remarque intéressante, dans un œil, il y a 2 parties. Une partie en avant du cristallin où il y a de l'eau, ici. Une partie en arrière où il y a un gel transparent, gel comme du blanc d'œuf. Un gel protéique. Alors la question est la suivante. Déjà, un œil, c'est compliqué de le fabriquer parce que ça fait 3 cm, c'est tout petit, il y a beaucoup de choses dedans. Pourquoi se compliquer la vie à faire 2 parties différentes? Il suffisait de mettre un gel partout ou bien de l'eau partout. Pourquoi il faut faire un gel en arrière, de l'eau en avant? Vous avez une idée? Alors je vais vous proposer les réponses suivantes. Un gel, c'est plus compact, non? Un gel, c'est plus compact, tout à fait, c'est plus stable. Tout à fait. Oui, tu t'approches. L'eau, elle s'adapte à son récipient. C'est vrai, mais on va voir que ça va être justement le problème. À mon avis, moi, les questions que je vous pose, les réponses sont ce que moi je vous propose. Après, il faudra voir. Alors, on a dit au début, donc cette eau-là lumeur aqueuse, il y a 2 structures qui ont besoin d'eau, dans ce qu'on a dit au début. Premièrement, l'iris. Il a besoin de bouger, toute la journée il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme. S'il y avait un gel, il ne pourrait pas s'ouvrir et se fermer. Donc obligatoirement, on a besoin d'un milieu où il peut facilement s'ouvrir et se fermer. Forcément, ça peut être que de l'eau. Et alors, pourquoi le gel alors? On y arrive. Deuxième raison, on a dit que la cornée contenait 78% d'eau et que celle-là aussi était une éponge hydratée. Donc s'il y avait un gel, il n'y aurait pas assez d'eau. D'où viendrait l'eau? Donc comme on a besoin d'eau pour les 2 structures, donc il fallait mettre de l'eau en avant. Alors donc pourquoi maintenant on n'a pas mis de l'eau partout? Alors là c'est un peu ce que tu voulais dire. Et ce que vous avez dit aussi, monsieur Chekroun. Il me semble que, à mon humble avis, ce gel transparent, c'est ce qui donne la stabilité de l'œil. Si, regardez, quand on met de l'eau dans un sac, le sac prend la forme de l'eau. Vous posez le sac par terre, ça devient tout plat. Vous imaginez un œil avec de l'eau seulement? Quand vous bougez un peu dans tous les sens, l'œil va se déformer puisque l'eau va se déformer. Enfin, l'eau va se déplacer, ça va se déformer. Il est possible que ça puisse expliquer. En tout cas, le gel apporte une stabilité qui permet que la vision soit stable. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'appuyer sur votre œil. Pardon. Quand vous appuyez sur l'œil, ça déforme l'image que vous voyez. Donc il suffit de très peu pour déformer l'image. C'est l'iris qui bougerait quand tu dis l'œil. C'est l'iris qui bougerait dans tous les sens? S'il n'y avait que de l'eau, ou c'est autre chose? C'est tout l'œil. Je pense que s'il y avait que de l'eau, le fait de bouger à l'intérieur, même le cristallin bougerait, et même la rétine pourrait bouger, et même au niveau de l'œil, quand tu appuies, ça bougerait beaucoup plus facilement, ça serait beaucoup plus instable. C'est à réfléchir, c'est une proposition. D'accord? On a parlé tout à l'heure du corps ciliaire qui fabriquait de l'eau. Donc on a de l'eau à l'intérieur de l'œil. La question est la suivante. Pourquoi fabriquer de l'eau? En réalité, ce corps ciliaire, il fabrique de l'eau en permanence et cette eau est réabsorbée dans un coin de l'œil à cet endroit-là, comme une fontaine. On a fabrication d'eau, réabsorption d'eau, fabrication d'eau toute la journée. On a un cycle comme ça de circulation d'eau. Et ça de façon stable, à l'instar de cette fontaine, qui aura toujours un niveau stable d'eau. Et cet équilibre est très précis au point que si cet équilibre se perturbe un petit peu, on a des risques de décollement de rétine, des risques de glaucome. Donc c'est un équilibre extraordinairement précis. Alors, pourquoi faire aussi compliqué? Il suffit de mettre de l'eau dans la partie du devant de l'œil et c'est tout. Pourquoi créer un système miniature aussi complexe de fabrication et de réabsorption d'eau? Il me semble qu'on peut répondre à la question de la manière suivante. Il y a un principe qui fait que tout ce qui stagne dans le corps s'infecte et putrefie. Et dans la nature, c'est pareil. Quelle est la différence entre un étang et une rivière? La rivière, l'eau est toujours claire et limpide, et l'étang, ça putrefie très vite. Pourquoi? Parce que ce qui est stable au niveau de l'eau, ça s'infecte. Effectivement, les étangs, ça donne ça. Donc, on pourrait proposer que le fait d'avoir une structure si ingénieuse de fabrication d'eau, c'est pour que l'eau qui s'écoule ne soit jamais en état d'infection et de putréfaction. Il y a 2 types d'éléments dans l'œil. Il y a de la matière inerte, les tissus de structure, donc le sac qu'on a vu, le centre de la cornée, dans le cristallin, le gel, ce sont des protéines inertes qui ne bougent pas.
il y a d'autres structures dans l'œil et dans le corps aussi, qui sont des cellules vivantes. Ce sont des unités vivantes autonomes qui produisent des éléments. Il y a les membranes de la cornée, au niveau du cristallin, au niveau de la rétine, au niveau des artères et des veines. Une cellule ressemble à peu près à ça. Ça, c'est plutôt une cellule animale. Il y a des microparticules à l'intérieur qui fonctionnent toutes seules et qui produisent des choses. Il y a consommation d'oxygène, production d'énergie. C'est vraiment une structure vivante. C'est le plus petit être vivant qui existe au niveau de ces cellules. Et ça fonctionne tout seul. Et c'est vide. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que c'est le constituant essentiel de ce que tu voulais savoir, Élie, la rétine. La rétine en arrière, alors là c'est vraiment trop haut. La rétine en arrière, c'est le récepteur de l'image. Alors il faut savoir que les appareils photo et les caméras que l'on a inventés sont faits sur le modèle de l'œil humain. On a déjà vu l'objectif, c'est la cornée de cristallin qui réduit la taille de l'image. On a vu l'obturateur, c'est au niveau de la lumière, c'est l'iris. On voit maintenant le récepteur de l'image. Alors aujourd'hui, avant c'était argentique, maintenant on a ce qu'on appelle des mégapixels. Qu'est-ce que c'est un pixel? C'est un point qui analyse la couleur et la luminosité de l'image. Donc aujourd'hui on a des appareils photo perfectionnés de 5, 10, 12 mégapixels. Donc c'est 12 millions de cellules qui analysent, 12 millions de points qui analysent. Il faut savoir que dans un œil, vous avez 120 millions de cellules, 120 mégapixels. 120 millions de points qui reçoivent une image au niveau de l'œil. Donc nettement plus perfectionné que ce qu'on sait fabriquer nous aujourd'hui. Alors, il y a 50 ans, il y a 100 ans, les yeux existaient déjà, mais pas les appareils photo. Enfin, un peu plus que ça. Donc l'image qui se trouve en avant, comment est-ce qu'elle peut passer dans l'œil? Comment une image qui fait 20 mètres de long, 100 mètres de long peut rentrer dans l'œil? Alors, par ici, un système d'inversion. Vous avez une image. Le point qui se trouve là va passer au centre de l'œil et va se retrouver en bas de la rétine. Le point qui se trouve là va passer au centre de l'œil et va aller en haut de la rétine. Donc en fait, le fait qu'il y ait une ouverture toute petite et une image aussi grande puisse passer, c'est pas par inversion de l'image des faisceaux donc, qui viennent. Et ça se retrouve donc inversé au niveau de la rétine, ça se réinverse après au niveau du cerveau. Le système est absolument extraordinairement ingénieux. Vous avez au niveau de la rétine deux zones différentes. Une zone au centre, qui est très spécifique, qui est toute petite, 1/2 millimètre, qui sert pour la lecture, la vision précise et les couleurs. Donc il y a à peu près 5 millions de cellules qui prennent les images. Une zone périphérique, donc tout autour et en arrière, en périphérie de l'œil, ça sert pour la vision de nuit, le champ visuel, la vision des mouvements. Et donc là, elle est beaucoup plus riche, 115 millions de cellules. Voilà à quoi ressemble une partie du fond d'œil. La zone centrale, quand on regarde à l'intérieur de l'œil, quand on vous fait un examen du fond d'œil, c'est la zone qui sert pour la lecture, qu'on appelle la macula. Et vous avez ici un qu'on appelle le nerf optique, on verra plus tard, il y a les artères, les veines, et tout ça c'est la rétine. Donc chaque point ici que vous avez, il y a 120 millions de points, chaque point va analyser une partie de l'image, et c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est un peu le travail d'une caméra, puisqu'un appareil photo immortalise une image, la caméra elle enregistre des images les unes après les autres. Notre œil enregistre des images les unes après les autres, et donc des images avec 120 millions de points qui analysent la couleur, la luminosité, le mouvement donc, auquel il est soumis. Dès que l'image arrive sur la rétine, donc ces cellules vont analyser ces particularités, elles vont les coder en informations électriques. Ces informations électriques vont être compactées et vont après être retransférées à d'autres cellules qui vont transmettre l'image au cerveau, qui vont transmettre les informations électriques, les codages électriques au cerveau. De 120 millions de points, on se retrouve à une compaction à 1,4 million de petits fils électriques qui vont constituer le nerf optique. Vous avez à peu près 8 ou 9 points images qui vont donner des informations pour une cellule. Pardon ? Voilà, comme le système binaire informatique 0,1, là c'est un système électrique de dépolarisation de membrane qui entraîne des modifications électriques. Et donc il y a codage de ces informations au niveau électrique, pas au niveau binaire informatique, mais c'est le même système, c'est un codage. À partir de là, on arrive donc au nerf optique. Donc le nerf optique qui est en arrière et qui va jusqu'au cerveau, qui contient donc toutes les informations de l'image, mais de chaque image à chaque milliseconde, tout ça, ça passe et ça va dans le cerveau à chaque instant, en permanence, nuit et jour, sans arrêt. Alors c'est très intéressant, ça correspond exactement à la fonction des câbles USB informatiques. Donc au niveau du nerf optique, ça contient donc 1,4 million de microcâbles.
Millions, hein, Millions. sur une surface de à peu près 1/2 centimètre. Donc il y a une organisation très précise selon le lieu et la fonction, selon les mouvements. Et la transmission est quasi immédiate. Dès que vous voyez une image, ça met moins de 1/10 de seconde pour arriver au cerveau. Et dans ce moins de 1/10 de seconde, vous avez la réception de l'image, le codage des informations, la compaction, la transmission d'informations jusqu'au cerveau. Quelque chose d'absolument phénoménal. Le point dont je ne parlerai pas, c'est une fois que ça arrive au cerveau, reconstruction et finition de l'image au niveau du cerveau, puisqu'on va traiter que de l'œil. Cependant, ce décodage et cette visualisation des images, ça se passe dans la partie arrière du cerveau. Je voulais soulever deux petits problèmes très intéressants. Le premier, c'est que dans une caméra, la caméra enregistre l'image, ça se transforme en codage d'informations électriques, hop, ça va par un câble jusqu'à l'écran, l'écran décode les informations et reproduit l'image, et nous, on voit l'image. Mais le problème, c'est que dans l'être humain, il n'y a pas d'écran. Qu'est-ce qu'on voit? Qui voit? Qui voit quoi? Où on voit? Quand vous faites un scanner, une IRM, il n'y a pas d'écran dans le cerveau. Comment se passe le processus de reconstruction de l'image et de visualisation de l'image? On ne sait pas. Incroyable. Et un point intéressant. C'est pas dans le subconscient, hein. C'est pas lié au subconscient. En tout cas, c'est pas comme une caméra. Non, à quoi c'est lié? J'ai pas fait de recherche dessus, je sais pas. Je peux pas en parler. Deuxième point, ça nous fait donc remarquer que l'image est virtuelle. Virtuelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de réalité dans cette image. Comme la caméra, les images que nous voyons sont virtuelles, ça veut dire qu'on voit des codages électriques. Donc les Chachamim en parlent dans certains endroits. On voit, ce que l'on voit, c'est du codage électrique. Très intéressant. Autant au niveau de l'œil qu'au niveau de le toucher, que le goût, c'est tout du codage électrique. En fait, on vit dans un monde virtuel. Je n'irai pas plus loin et je laisse ça pour votre imagination. On dit à Matan Torah, ils ont vu des voix. C'est une interprétation. Ils ont vu des voix. Non, c'est pas une interprétation, c'est une réalité. Hein. On vit dans un monde virtuel, c'est une réalité. Tous les contacts qu'on a avec la réalité, c'est des codages électriques. Non, c'est une réalité. C'est intéressant parce que ça a beaucoup d'implications. Et les Chachamim le parlent de cette manière. Et ça nous donne un peu une idée comme on dit, on croit que la création a été créée ex nihilo, donc de rien il y a eu la création, mais les Chachamim disent c'est l'inverse. À partir du vrai qui est Hachem, il y a eu Ein Meyesh. C'est-à-dire de la vérité, il y a eu la création du rien qui est la réalité matérielle. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est pas le sujet de ce soir, ça va être trop long. On n'explique pas comme ça en principe. Alors, ça va être intéressant, mais parce qu'après je vais dire. Oui, non mais c'est parce que ça doit être sur deux plans différents. Oui, j'ai compris. Donc conclusion de cette première partie, donc Mibessari, à partir de l'examen de ma chair, on voit que nous avons donc un œil qui est infiniment complexe, très perfectionné et malgré tout très petit, constitué de cellules vivantes et de matière inerte. Ça a les fonctions d'une caméra numérique, objectif, autofocus, obturateur, enregistrement, 120 mégapixels, etc. En plus de ça, il y a des petites usines, micro-usines polyvalentes intégrées pour les paupières, des protections, des systèmes de régulation d'eau comme on a vu, de lumière, des microcapteurs de concentration de luminosité, etc. Nous sommes donc à un dernier élément très intéressant que l'on reprendra plus tard. Il faut voir qu'on peut relever que la durée de vie moyenne de la vision d'un œil en fonctionnement permanent, c'est plus de 100 ans en bonnes conditions d'utilisation. Par exemple en île de Crète. En île de Crète, la moyenne de vie est supérieure à 100 ans, où elle l'était à l'époque où on avait fait ces recherches. Pourquoi? On l'explique par rapport au régime méditerranéen. Ils ont une alimentation parfaite qui n'entraîne pas de dommages au niveau du corps humain. Et on sait aujourd'hui que plus de 95% des maladies sont liées à une mauvaise alimentation. Donc si on mange correctement, on peut vivre facilement plus de 100 ans. Et donc, notre œil fonctionne très bien, plus de 100 ans. On reprendra ce point ultérieurement. La deuxième partie, c'est, une fois que l'on a analysé donc, cette fabrication de l'œil absolument extraordinaire, Echezé, le cas, je verrai Hachem. Pour ça, il faut s'en assurer. Donc peut-être, on va explorer deux théories, le hasard et l'homme. Donc il y a une théorie qui court, le hasard, c'est à l'origine de Darwin en partie, c'est
les millions d'années, plus les facteurs extérieurs, il y a des éléments qui se rapprochent, qui vont former des petites choses, qui forment des petites choses, qui se rapprochent encore, qui font d'autres choses, et peu à peu se construit la matière et se construit la vie. Alors ça, c'est facile à prouver que non. Imaginez qu'en balade dans la forêt au Mont d'Or, vous trouviez cette magnifique montre. Alors vous dites, effectivement, c'est le hasard qui a fabriqué cette montre. Alors on est bien d'accord, c'est absolument impossible. On sait très bien qu'il y a 50 ans, des montres comme ça, ou il y a 100 ans, des montres comme ça n'existaient pas. Et si effectivement les rapprochements de particules avaient fait que cette montre s'est fabriquée par hasard, alors il y en aurait partout. Or, c'est pas du tout le cas. On aimerait bien citer des Rolex. Ah ouais, par exemple. J'ai pas pris celle-là, je suis désolé, mais la prochaine fois. Alors on voit bien que ça n'est pas du tout le cas. Donc le fait que ça se fabrique par hasard, c'est absolument insensé. Donc c'est impossible. Alors une montre qui est déjà un peu perfectionnée, mais vous imaginez un œil tel que vous présentez ou bien un corps humain que ça se fabrique par hasard, on a vraiment du mal à le croire. Alors peut-être au niveau des hommes, est-ce que les hommes sont capables de fabriquer un œil? Alors on va parler un peu de médecine. Si ils sont capables, ils peuvent donc remplacer un œil quand il ne marche pas. S'ils ne sont pas capables, on peut juste limiter les dégâts, mais jamais fabriquer un œil. Alors bien qu'il y a énormément de savants, de chercheurs qui travaillent depuis des centaines d'années pour nous soigner, et vraiment qu'ils soient bénis parce que quand on en a besoin et qu'ils nous soignent bien, on est vraiment content. Et en plus, il y a une obligation de la Torah pour ceux qui savent soigner, de soigner les gens. Alors malgré tous ces efforts-là qui sont extraordinaires, malgré tout on limite les dégâts, on répare, parfois on peut remplacer, mais jamais on fabrique ou on remplace un œil. Donc on ne sait fabriquer ni un œil, et ni même une seule cellule vivante. On ne sait pas faire ces choses. Donc c'est pas l'homme. Et en pratique aujourd'hui en ophtalmologie, pour vous faire un petit topo malgré tout médical, on sait recoudre le sac quand il s'est déchiré, on sait changer le verre de lunette de devant, enfin le petit verre devant, la cornée s'appelle une greffe de cornée, même si ça a beaucoup de complications. Alors les chirurgiens ils savent changer le verre à l'intérieur de l'œil, donc le cristallin, ça s'appelle l'opération de la cataracte. Quand il y a un problème de régulation d'eau, on arrive à évacuer l'eau en faisant des opérations mais sans vraiment réparer, même si on trouve aussi par des médicaments, des gouttes qui ont un fonctionnement extraordinaire. Quand il y a des problèmes au niveau du récepteur de la rétine ou du nerf optique, on arrive juste à limiter les dégâts mais pas plus. Et le problème après 40 ans donc de la presbytie, alors il y a des lentilles, il y a le laser peu à peu, et il y a bien sûr les lunettes. J'aime bien cette image, ça me détend un peu, ça me fait faire un intermède. Mais on ne sait pas le réparer. Alors je vais vous proposer une réflexion qui moi me paraît intéressante puisque c'est la mienne, je vous la fais partager, et j'espère que vous serez un peu d'accord. Il suffit d'observer les choses. On va prendre 10 points, 10 différences, et je pense que le chiffre 10 n'est pas anodin en cette veille de Shavuot. Alors on va comparer les créations humaines, ce que l'homme a pu créer, et l'œil humain, et à travers ça le corps dans son ensemble. Depuis quand ça existe? Donc l'œil et le corps humain, ça existe depuis, selon nous, 5500... Ah ouais, je me suis trompé, j'ai pas réactualisé. 5774 ans aujourd'hui. Mais d'après les scientifiques, 15 milliards d'années. Mais alors il y a beaucoup d'explications que en fait, l'un n'invalide pas l'autre, mais c'est pas le sujet du cours. Alors que les créations humaines, ça date d'il y a 150 ans, où ils ont commencé à inventer la locomotive à vapeur, et puis après plus, et puis après plus, et plus. Donc, aucune différence, c'est très très ancien par rapport au corps humain, et c'est très récent par rapport aux créations humaines. Deuxième point de comparaison, la matière. La matière du corps humain et de l'œil sont des cellules vivantes, à part la matière inerte qui existe, qui est des cellules vivantes. Au niveau des créations humaines, il n'y a que de la matière inerte, morte. Troisième point intéressant, la fabrication. Comment se fabrique un œil et le corps humain? Ça se fabrique tout seul. La maman mange et ça se fabrique. Bien sûr, tout seul, une fois qu'il y a eu procréation, le bébé se fabrique tout seul. Alors que pour fabriquer un iPhone ou un ordinateur, il a fallu énormément de chercheurs, d'heures de travail. Donc on voit qu'il n'y a pas du tout, c'est pas du tout au même niveau. Au niveau du coût, les yeux c'est gratuit. Vous les avez eus comme le reste de votre corps, gratuitement. Aujourd'hui on a à notre disposition un corps qui est absolument extraordinaire, on n'a rien fait pour l'avoir, on l'a eu en cadeau. Alors que si vous voulez acheter donc, du matériel créé par les êtres humains, c'est souvent cher. En tout cas pour la majeure partie de la planète, sauf pour les pays riches, mais
Cinquième point, donc les bénéficiaires, ben, tout le monde a deux yeux. Alors que la création humaine, il faut avoir de l'argent et c'est pas toujours évident. Et encore une fois, pour la majorité de la planète, c'est pas encore très évident. Alors bien sûr, il y a des maladies génétiques où des gens n'ont qu'un œil ou même n'en ont pas. C'est vraiment très rare. Bon, c'est un autre sujet, savoir d'où ça vient. C'est une autre réflexion. Sixième point de comparaison, la durée de vie de la batterie. Les créations humaines, les batteries sont une durée de vie limitée. Alors les piles, ça change tous les mois. Les batteries de voiture, tous les 5 à 10 ans. Les batteries d'ordinateur, c'est vraiment... ça dépend. Alors que la durée de vie de la batterie au niveau de l'œil et du corps humain, alors les batteries, c'est-à-dire c'est là où ça fournit de l'énergie, ça s'appelle les mitochondries. Donc c'est très long. Hein. J'appelle ça quasi illimité parce que c'est de la durée de vie d'un œil, c'est-à-dire 100, 110 ans en bonne condition d'utilisation. Donc aucune comparaison, donc moi j'appelle ça quasi illimité pour montrer qu'il n'y a aucune comparaison entre ce que nous on fabrique et ce dont on est fabriqué. L'énergie utilisée, donc au niveau de l'œil, c'est de l'oxygène et des molécules énergétiques qui s'appellent ATP et sûrement d'autres que je ne voulais pas faire trop long. Donc le réservoir est quasi illimité, donc l'oxygène produit par les arbres, il y en a partout sur la Terre. Les molécules énergétiques, c'est dans la nourriture, il y en a partout. Alors que l'énergie pour les créations humaines, c'est limité, on est dépendant de l'électricité, on est dépendant de l'essence, du charbon. Donc on n'est pas sur le même plan, encore une fois. Ensuite, la durée de fonctionnement en bonne condition d'utilisation, comme on l'a dit, ça peut être très longtemps comparé à la durée de fonctionnement de nos appareils que nous avons créés aujourd'hui. Au niveau de la pollution, il n'y a aucune pollution au niveau de l'œil, au niveau du corps humain. Même ce qu'on rejette peut être utilisé comme engrais. Oui, bien sûr, au niveau des énergies polluantes, c'est très polluant. Alors évidemment, aujourd'hui, on essaie de développer des énergies propres, mais il n'empêche que pendant longtemps, ça restera encore très polluant. Après, au niveau de l'entretien, il n'y a besoin d'aucun entretien pour un œil, si ce n'est de manger et de respirer. Alors que bien sûr, nos machines ont besoin d'entretien. Donc on retrouve, et dernier point, encore une fois, il y a 150 ans, et avant, il n'y avait rien sur la colonne de droite. Hein. Il n'y avait pas de création humaine. C'est aussi un point à se rappeler. Alors, conclusion du tableau. Donc, la création humaine, c'est l'existence récente, c'est de la matière inerte, c'est mort, c'est cher, c'est durée de vie limitée, les inconvénients. Au niveau de l'œil et du corps humain, c'est une existence très ancienne, c'est de la matière vivante, c'est gratuit, une durée de vie quasi illimitée, il n'y a aucun inconvénient. Alors, si je pourrais dire, ouvrons les yeux sur cette différence. On voit que les qualités des créations humaines, c'est mort, c'est limité, ça fait partie du monde de la matière morte. Les qualités qui sont dans l'homme sont très supérieures, c'est vivant, il y a une notion de gratuité, de bonté, d'illimité. Donc les qualités qui se trouvent dans l'homme ont l'air d'être nettement supérieures aux qualités qui se trouvent dans les créations de l'homme. Donc forcément, on peut dire que les créations humaines ont été créées, elles ont des qualités simples, moyennes. L'homme qui a été créé a des qualités extraordinaires. Forcément, la force qui a créé cet homme a des qualités encore plus extraordinaires. Donc la force créatrice de l'homme est forcément très supérieure à l'homme, qui est lui-même supérieur à ses propres créations. Donc conclusion de ce qu'on a vu que c'était pas le hasard qui a créé un œil, ni l'homme, mais c'est une force supérieure qui a mis de certaine manière ses qualités dans notre corps. Une qualité de vie, une qualité de longévité, une qualité de bonté, c'est gratuit et c'est pour tous, une qualité proche de l'éternité, puisque ça fonctionne de manière illimitée, propreté et pureté. Et à travers l'étude de l'œil, on a pu voir que ressortaient d'une certaine manière toutes ces qualités de cette force supérieure qui nous a créés. Et c'est effectivement cette force que nous appelons donc Hachem. Mais il reste quelques questions. Est-ce que c'est vraiment une force illimitée et infinie? À part le fait de l'accepter, dit le Ramchal dans Devat Hachem, il faut accepter avec Emouna ce que les Rem nous disent, et on a le droit aussi de chercher à le prouver. Et dit le Rambam, il faut le prouver, ça nous aide à le vivre beaucoup mieux. Donc on va essayer de voir, est-ce que vraiment cette force nous paraît illimitée ou pas? Est-ce que ça correspond effectivement à Hachem qu'on a dans la tradition? Et une question, c'est que les animaux aussi ont ces qualités. Alors quelle différence avec nous? Après, pourquoi est-ce qu'on a été créé si perfectionné? Et enfin, qu'est-ce que ça m'apprend concrètement? Alors nous les humains, je vous ai déjà dit tout à l'heure, on ne sait pas créer une cellule vivante. On réutilise, on imite ce qui existe déjà avec les appareils photo par exemple.
Et cette force créatrice, donc, elle est capable de créer bien sûr une seule cellule vivante. Une cellule vivante, c'est une taille de 1 millième de millimètre. Donc c'est extrêmement petit. Et c'est vivant. Et ça contient à l'intérieur une véritable usine chimique. Quelque chose d'extraordinaire. Dans une rétine, il y en a 120 millions des comme ça, des cellules vivantes. Dans un cerveau, il y en a 100 milliards. Dans un corps d'adulte de 75 kg, il y a 75 000 milliards de cellules. Chaque jour, j'ai trouvé que mouraient et naissaient 200 milliards de cellules dans un corps humain. Donc on est dans des chiffres absolument astronomiques, alors que nous, on ne sait même pas en fabriquer une seule. Aujourd'hui, c'est-à-dire donc il y a 7 ans, à l'école juive, il y avait à peu près 1000 personnes. C'est la pub, ça. Oui, à un moment j'ai pensé, je me disais, j'allais mettre Beth Menachem pour faire être sympathique aux yeux de... mais on va laisser l'original. Donc à Villeurbanne, il y avait 135 000 personnes, donc 135 fois ce qu'il y a à l'école juive. Et donc une personne, il y a 75 000 milliards de cellules vivantes. Hein. Donc on cumule, par exemple à Lyon, il y a 470 fois l'école, en Ile-de-France, 11 millions de personnes. Je passe, aujourd'hui dans le monde, il y a 7 milliards de personnes, 14 milliards d'yeux, ça fait un nombre astronomique au niveau des cellules humaines. Donc difficile de penser que cette force créatrice ne soit pas illimitée. En tout cas, elle est inimaginable. Si on continue, de façon intéressante, il y a 353 000 bébés que cette force créatrice fabrique sur Terre chaque jour. Et bien sûr, dans le monde. Et donc, alors il y a des calculs, combien de cellules ça fait, je passe, trop compliqué. Et en dehors donc des êtres humains, bien sûr, tout ce que cette force a créé depuis 5568 ans, toutes les générations humaines qui ont existé avant 1950, les minéraux, les végétaux selon leurs espèces, les animaux selon leurs espèces, mais en plus tout ce qui est invisible, les neshamot, les forces de l'esprit, la mémoire, la réflexion, la créativité, les sentiments, de chaque être humain, quelque chose d'absolument inimaginable. Au niveau du macrocosme, cette force a créé des planètes avec dans le système solaire. Donc là, nous on est là, à Terre, qui tourne autour du Soleil. Il faut savoir que le Soleil pèse, vous mettez un 2 avec 30 zéros derrière, en termes de kilos, 15 millions de degrés au centre. Magnifique image que j'ai prise sur internet. Pardon ? On peut voir l'image. Avec plaisir. Il paraît que le Soleil il est 160 fois plus long. J'ai entendu du Rambam. Ouais, j'ai Le pas Rambam, vu. c'est le Rambam. Donc c'est vrai. 160 fois plus long. Ouais, c'est extraordinaire. Il faut savoir que dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a 100 milliards de soleils. 100 milliards de soleils. Incroyable. Donc la Voie lactée que voilà. Et il faut savoir que dans l'univers, dans la partie visible de l'univers, telle que définissent les astrophysiciens, il y a 1000 milliards de galaxies. Ça fait donc un nombre astronomique de soleils, donc un nombre astronomique de soleils. Vous avez mis de belles photos, ça détend un peu. Mais maintenant, au niveau microcosme, donc, il y a aussi la matière est constituée d'atomes. Les atomes, constitués de protons, neutrons, électrons, c'est 1 millionième de millimètre. Prenez 1 millimètre, donc vous divisez en 1 million, vous avez la taille d'un atome. Dans 1 gramme de matière, vous prenez un 5 avec 23 zéros derrière, c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans 1 gramme de sable. Il y a des chiffres astronomiques. Donc au niveau du Soleil, il y a 57 zéros derrière le 1 pour le nombre d'atomes, dans la galaxie encore plus, et dans l'univers visible encore plus. Donc pour un astrophysicien de le trouver sur Internet, c'est le plus grand nombre connu qui existe. Donc après avoir vu tout ça, c'est difficile d'imaginer que cette force créatrice ne soit pas illimitée. Alors que nous, je vous rappelle, on ne sait rien faire. On imite les choses, on les utilise, on les assemble, on ne les crée pas. Au niveau du raisonnement, donc les sages, autant les philosophes que les chachamim juifs, ont montré que forcément cette force créatrice illimitée, ça s'appelle l'existence nécessaire, tel que définit Gaon de Vilna. Et donc après avoir vu tout ça, on comprend bien les passages de la Tfila quand on dit Ma Rabu Maasera Hashem, combien grandes sont tes œuvres, les choses de la mer, le ciel, tout ça tu les as créées, tu les fais vivre à chaque instant. Donc ça nous a donné un peu des jolies images qui nous aident à vivre ces passages-là. Donc évidemment, est-ce Hachem que nous servons, comme a dit Rav Perez tout à l'heure, donc j'ai bien aimé ce qu'il a dit.
Alors, d'après nos Chachamim, le créateur, c'est un autre domaine. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'imaginer, on ne doit rien penser sur lui, comme dit le Rambam. On peut voir qu'un trou noir. C'est la meilleure définition qu'on peut avoir, nous, créatures du créateur. Et les kabbalistes, eux, ils l'appellent Ein Sof. Ein Sof, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin, illimité. Et il a créé ce monde fini matériel qu'on vient de décrire. Et donc, a priori, ça correspond bien à la force illimitée, mais on le savait déjà, mais c'était intéressant de préciser. Quelques diapositives encore, si c'est pas trop long. Les animaux ont ces qualités, effectivement, mais ils ont même de meilleures qualités, chacun selon leur espèce, ils ont de meilleures qualités physiques que nous les hommes. Alors quelle différence? Il faut savoir que l'homme, lui, est à l'image du créateur, on le sait bien, dans la paracha, il nous explique bien que quand Hachem a créé l'homme à son image, ça veut dire avec le libre arbitre, avec une capacité de choisir entre les instincts de notre corps et notre penchant au bien, on appelle le sechel ou le neshama. Donc, il y a ce qu'on appelle le da'at, donc l'autre s'appelle ça ruach memalela, nous sommes un être parlant qui est capable d'exprimer quelque chose. Et c'est là ce qu'on a en plus des animaux. Alors, qu'est-ce que m'apprend ce passouk dans la vie de tous les jours? Donc, tel que l'on a expliqué, donc le premier pshat, la première explication du passouk, alors on peut comprendre le Rambam qui parle dans l'Ilchot Deot. Quand on réfléchit à la complexité infinie et l'incroyable fonctionnement des créations d'Hachem dans le monde, et donc ce soir de Bessarim Hacher, de l'œil, et que l'on voit la force illimitée du Créateur et sa sagesse infinie, alors immédiatement, dit le Rambam, on est obligé de l'aimer, de le craindre, de le glorifier. On veut s'approcher de lui tellement il est grand et fort, ça s'appelle Ahavat Hashem. Et en même temps, on tremble devant sa grandeur, parce que bien que nous-mêmes, être humains, sommes une créature extraordinaire, on est si petit face à lui, ça s'appelle Yirat Hashem. Alors cette explication du passouk que j'ai illustrée ce soir nous aide à voir que Hachem nous a créés, ce qui nous aide à respecter et à craindre ce qu'il nous dit. Cependant, il y a une deuxième explication de ce passouk à laquelle on va arriver à travers un petit raisonnement. Un objet fabriqué par un être humain a deux parties. Il y a les fonctions de l'objet et il y a l'objectif de l'objet, l'utilisation de l'objet. Donc les fonctions, c'est ce qu'il sait faire. Un stylo, ça écrit. Un téléphone, ça se connecte et ça peut envoyer des informations. Mais l'objectif de l'objet, ça dépend du créateur. Le créateur, il a créé l'objet dans un but précis. Pour communiquer, pour parler à quelqu'un, je prends un stylo pour écrire ou bien un téléphone. C'est deux choses différentes. Bien sûr, un objet qui est bien utilisé fonctionne bien. Un objet mal utilisé fonctionne mal. On imagine mal un téléphone dans la mer. Et troisième remarque intéressante, plus l'objet est perfectionné, plus l'objectif est important. Un ordinateur nous permet de faire beaucoup plus de choses qu'un stylo. Alors ça nous permet de dégager certaines particularités pour l'homme, qui est la création la plus perfectionnée, puisque à travers l'œil, on a vu que c'était une création qui était beaucoup plus perfectionnée que tout ce qu'il y avait sur la Terre, et donc le corps humain lui-même. Il a donc l'objectif le plus important dans la création par rapport à celui qu'il a créé. Et il a donc aussi, lui aussi, ces deux parties d'un objet. Il a des fonctions intellectuelles, il pense, il réfléchit, il invente, il crée. Il a des fonctions émotives, il a des fonctions instinctives. Manger, boire, se reproduire, avoir mal. Mais ça ne sont que ses fonctions. Cet homme a un objectif. Et pour bien fonctionner, il doit utiliser toutes ses fonctions par rapport à l'objectif qui a été fixé par son créateur. De la même manière que le téléphone il sert à quelque chose, nous on sert à quelque chose que notre créateur a fixé. Quel est l'objectif? Il y en a plusieurs, mais dans le point que je vais soulever là, je vais rejoindre ce qu'a dit Élie tout à l'heure. Donc dans Yirmia, chapitre 9, passage 22-23, Alit Alel Achacham, bon je ne vais pas dire en hébreu, donc le sage ne doit pas se louer de sa sagesse, le fort ne doit pas se louer de sa force, le riche ne doit pas se louer de sa richesse, mais de cela il faut se glorifier. Réfléchis et connais-moi, dit Hachem, car je suis Hachem qui fait Chesed, Tzedaka ou Mishpat sur la terre, et ce sont ces choses-là que je désire. Donc Hachem nous demande clairement au niveau de ce prophète de faire Chesed, Tzedaka et Mishpat. Dans d'autres versions, Al-Alechet Bidrachav d'aller dans ses chemins, et ça se situe essentiellement au niveau des midot. Chesed c'est une mida, Tzedaka et Mishpat ce sont des midot. Donc on doit faire qu'Hachem nous demande de le faire exister sur terre et on devient de cette manière le support de la présence divine. Comment? Avec le libre arbitre qui nous permet à chaque instant de choisir entre nos penchants et le bien de la Torah. Et les midot sont encadrés par la halakha.
Alors si on arrive à choisir comme ça, si on réalise le but pour lequel on est créé, on fait exister sur nous les mesures divines de bonté, de droiture, de justice, Chesed, Tzedaka, Mishpat. Et alors on arrive à la deuxième explication du Passouk, que j'ai été très heureux de retrouver parce que j'aurais été embêté de la dire sans un support. Le Meshach Chochma donne cette définition à propos de Moshe Rabbeinu dans son introduction du livre de Shemot. Que quoi? Mi Bessari, ça veut dire non pas à partir de ce que je vois dans ma chair, mais à partir de mon comportement, de la manière dont j'utilise mon corps. À ce moment-là, Echeze Eloka, je verrai Hachem en faisant exister sur moi ces mesures divines. C'est beau, cher. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez... La création humaine, c'est l'existence récente, c'est de la matière inerte, c'est mort, c'est cher, c'est durée de vie limitée, il y a des inconvénients. Au niveau de l'œil et du corps humain, c'est une existence très ancienne, c'est de la matière vivante, c'est gratuit, une durée de vie quasi illimitée, il n'y a aucun inconvénient. Alors, si je pourrais dire, ouvrons les yeux sur cette différence. On voit que les qualités des créations humaines, c'est mort, c'est limité, ça fait partie du monde de la matière morte. Les qualités qui sont dans l'homme sont très supérieures, c'est vivant, il y a une notion de gratuité, de bonté, d'illimité. Donc les qualités qui se trouvent dans l'homme ont l'air d'être nettement supérieures aux qualités qui se trouvent dans les créations de l'homme. Donc forcément, on peut dire que les créations humaines ont été créées, elles ont des qualités simples, moyennes. L'homme qui a été créé a des qualités extraordinaires. Forcément, la force qui a créé cet homme a des qualités encore plus extraordinaires. Donc la force créatrice de l'homme est forcément très supérieure à l'homme, qui est lui-même supérieur à ses propres créations. Donc conclusion de ce qu'on a vu que c'était pas le hasard qui a créé un œil, ni l'homme, mais c'est une force supérieure qui a mis de certaine manière ses qualités dans notre corps. Une qualité de vie, une qualité de longévité, une qualité de bonté, c'est gratuit, c'est pour tous, une qualité proche de l'éternité, puisque ça fonctionne de manière illimitée, propreté et pureté. Et à travers l'étude de l'œil, on a pu voir que ressortaient d'une certaine manière toutes ces qualités de cette force supérieure qui nous a créés. Et c'est effectivement cette force que nous appelons donc Hachem. Mais il reste quelques questions. Est-ce que c'est vraiment une force illimitée, infinie? À part le fait de l'accepter, dit le Ramchal dans Devat Hachem, il faut accepter avec Emouna ce que les Rem nous disent, et on a le droit aussi de chercher à le prouver. Et dit le Rambam, il faut le prouver, ça nous aide à le vivre beaucoup mieux. Donc on va essayer de voir, est-ce que vraiment cette force nous paraît illimitée ou pas? Est-ce que ça correspond effectivement à Hachem dans la tradition? Il y a une question, c'est que les animaux aussi ont ces qualités. Alors quelle différence avec nous? Après, pourquoi est-ce qu'on a été créé si perfectionné? Et enfin, qu'est-ce que ça m'apprend concrètement? Alors nous les humains, je vous ai déjà dit tout à l'heure, on ne sait pas créer une cellule vivante. On réutilise, on imite ce qui existe déjà avec les appareils photo par exemple. Et cette force créatrice, donc, elle est capable de créer bien sûr une seule cellule vivante. Une cellule vivante, c'est une taille de 1 millième de millimètre. Donc c'est extrêmement petit. Et c'est vivant. Et ça contient à l'intérieur une véritable usine chimique. Quelque chose d'extraordinaire. Dans une rétine, il y en a 120 millions des comme ça, des cellules vivantes. Dans un cerveau, il y en a 100 milliards. Dans un corps d'adulte de 75 kg, il y a 75 000 milliards de cellules. Chaque jour, j'ai trouvé que mouraient et naissaient 200 milliards de cellules dans un corps humain. Donc on est dans des chiffres absolument astronomiques, alors que nous, on ne sait même pas en fabriquer une seule. Aujourd'hui, c'était donc il y a 7 ans, à l'école juive, il y avait à peu près 1000 personnes. C'est de la pub, ça. Oui, à un moment j'ai pensé, je me disais, j'allais mettre Beth Menachem pour faire être sympathique aux yeux de... mais on va laisser l'original. Donc à Villeurbanne, il y avait 135 000 personnes, donc 135 fois ce qu'il y a à l'école juive. Et donc une personne, il y a 75 000 milliards de cellules vivantes. Donc on cumule. Par exemple à Lyon, il y a 470 fois l'école. En Ile-de-France, 11 millions de personnes. Je passe. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 7 milliards de personnes. 14 milliards d'yeux. Ça fait un nombre astronomique au niveau des cellules humaines. Donc difficile de penser que cette force créatrice ne soit pas illimitée. En tout cas, elle est inimaginable. Si on continue, de façon intéressante, il y a 353 000 bébés que cette force créatrice fabrique sur Terre chaque jour. Et bien sûr, dans le monde. Et donc, alors il y a des calculs, combien de cellules ça fait, je passe, trop compliqué. Et en dehors donc des êtres humains, bien sûr, tout ce que cette force a créé depuis 5568 ans,
toutes les générations humaines qui ont existé avant 1950, les minéraux, les végétaux selon leurs espèces, les animaux selon leurs espèces, mais en plus tout ce qui est invisible, les neshamot, les forces de l'esprit, la mémoire, la réflexion, la créativité, les sentiments de chaque être humain, quelque chose absolument inimaginable. Au niveau du macrocosme, cette force a créé des planètes avec dans le système solaire. Donc là, nous on est là, la Terre, qui tourne autour du Soleil. Il faut savoir que le Soleil pèse, vous mettez un 2 avec 30 zéros derrière, en termes de kilos, 15 millions de degrés au centre. Magnifique image que j'ai prise sur internet. Pardon ? On peut voir l'image. Avec plaisir. Il paraît que le Soleil il est 160 fois plus long. J'ai entendu du Rambam. Ouais, j'ai Le pas Rambam, vu. là-dessus c'est le Rambam. Donc c'est vrai. Ah, 160 fois plus long. Ah ouais, c'est extraordinaire. Il faut savoir que dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a 100 milliards de soleils. 100 milliards de soleils. Incroyable. Donc la Voie lactée que voilà. Et il faut savoir que dans l'univers, dans la partie visible de l'univers, telle que définissent les astrophysiciens, il y a 1000 milliards de galaxies. Ça fait donc un nombre astronomique de soleils, donc un nombre astronomique de soleils. Vous avez mis des belles photos, ça détend un peu. Mais maintenant, au niveau microcosme, donc, il y a aussi la matière est constituée d'atomes. Les atomes, constitués de protons, neutrons, électrons, c'est 1 millionième de millimètre. Vous prenez 1 millimètre, donc vous divisez en 1 million, vous avez la taille d'un atome. Dans 1 gramme de matière, vous prenez un 5 avec 23 zéros derrière, c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans 1 gramme de sable. C'est des chiffres astronomiques. Donc au niveau du Soleil, il y a 57 zéros derrière le 1 pour le nombre d'atomes, dans la galaxie encore plus, et dans l'univers visible encore plus. Donc pour un astrophysicien de le trouver sur Internet, c'est le plus grand nombre connu qui existe. Donc après avoir vu tout ça, c'est difficile d'imaginer que cette force créatrice ne soit pas illimitée. Alors que nous, je vous rappelle, on ne sait rien faire. On imite les choses, on les utilise, on les assemble, on ne les crée pas. Au niveau du raisonnement, donc les sages, autant les philosophes que les chachamim juifs, ont montré que forcément cette force créatrice illimitée, ça s'appelle l'existence nécessaire, telle que définit Gaon de Vilna. Et donc après avoir vu tout ça, on comprend bien les passages de la Tfila quand on dit Ma Rabu Maasera Hashem, combien grandes sont tes œuvres, les choses de la mer, le ciel, tout ça tu les as créées, tu les fais vivre à chaque instant. Donc ça nous a donné un peu des jolies images qui nous aident à vivre ces passages-là. Donc évidemment, est-ce Hachem que nous servons, comme a dit Rav Perez tout à l'heure, donc j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Alors, d'après nos Chachamim, le Créateur, c'est un autre domaine, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'imaginer, on ne doit rien penser sur lui, comme dit le Rambam, on peut voir qu'un trou noir. C'est la meilleure définition qu'on peut avoir, nous, créatures du Créateur. Et les Kabbalistes, eux, ils l'appellent Ein Sof. Ein Sof, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin, illimité. Et il a créé ce monde fini matériel qu'on vient de décrire. Et donc, a priori, ça correspond bien à la force illimitée, mais on le savait déjà, mais c'était intéressant de préciser. Quelques diapositives encore, si c'est pas trop long. Les animaux ont ces qualités, effectivement, mais ils ont même de meilleures qualités, chacun selon leur espèce, ils ont une meilleure qualité physique que nous les hommes. Alors, quelle différence? Il faut savoir que l'homme, lui, est à l'image du Créateur, on le sait bien, dans la paracha, il nous explique bien que quand Hachem a créé l'homme à son image, ça veut dire avec le libre arbitre, avec une capacité de choisir entre les instincts de notre corps et notre penchant au bien, qu'on appelle le sechel ou la neshama. Donc, il y a ce qu'on appelle le da'at, donc l'autre s'appelle ça ruach memalela, nous sommes un être parlant qui est capable d'exprimer quelque chose. Et c'est là ce qu'on a en plus des animaux. Alors, qu'est-ce que m'apprend ce passouk dans la vie de tous les jours? Donc, tel que l'on a expliqué, donc le premier pshat, la première explication du passouk, alors on peut comprendre le Rambam qui parle dans l'Ilchot Deot. Quand on réfléchit à la complexité infinie et l'incroyable fonctionnement des créations d'Hachem dans le monde, et donc ce soir de Bessarim Hacher de l'œil, et que l'on voit la force illimitée du Créateur et sa sagesse infinie, alors immédiatement, dit le Rambam, on est obligé de l'aimer, de le craindre, de le glorifier. On veut s'approcher de lui tellement il est grand et fort, s'appelle Ahavat Hashem. Et en même temps, on tremble devant sa grandeur, parce
que bien que nous-mêmes, être humains, sommes une créature extraordinaire, on est si petit face à lui, ça s'appelle Yirat Hashem. Alors cette explication du passouk que j'ai illustrée ce soir nous aide à voir que Hashem nous a créés, ce qui nous aide à respecter et à craindre ce qu'il nous dit. Cependant, il y a une deuxième explication de ce passouk à laquelle on va arriver à travers un petit raisonnement. Un objet fabriqué par un être humain a deux parties. Il y a les fonctions de l'objet et il y a l'objectif de l'objet, l'utilisation de l'objet. Donc les fonctions, c'est ce qu'il sait faire. Un stylo, ça écrit. Un téléphone, ça se connecte et ça peut envoyer des informations. Mais l'objectif de l'objet, ça dépend du créateur. Le créateur, il a créé l'objet dans un but précis. Pour communiquer, pour parler à quelqu'un, je prends un stylo pour écrire ou bien un téléphone. C'est deux choses différentes. Bien sûr, un objet qui est bien utilisé fonctionne bien. Un objet mal utilisé fonctionne mal. On imagine mal un téléphone dans la mer. Et troisième remarque intéressante, plus l'objet est perfectionné, plus l'objectif est important. Un ordinateur nous permet de faire beaucoup plus de choses qu'un stylo. Alors ça nous permet de dégager certaines particularités pour l'homme, qui est la création la plus perfectionnée, puisque à travers l'œil, on a vu que c'était une création qui était beaucoup plus perfectionnée que tout ce qu'il y avait sur la Terre, et donc le corps humain lui-même. Il a donc l'objectif le plus important dans la création par rapport à celui qui l'a créé. Et il a donc aussi, lui aussi, ces deux parties d'un objet. Il a des fonctions intellectuelles, il pense, il réfléchit, il invente, il crée. Il a des fonctions émotives, il a des fonctions instinctives. Manger, boire, se reproduire, avoir mal. Mais ça ne sont que ses fonctions. Cet homme a un objectif. Et pour bien fonctionner, il doit utiliser toutes ses fonctions par rapport à l'objectif qui a été fixé par son créateur. De la même manière que le téléphone il sert à quelque chose, nous on sert à quelque chose que notre créateur a fixé. Quel est l'objectif? Il y en a plusieurs, mais dans le point que je vais soulever là, je vais rejoindre ce qu'a dit Élie tout à l'heure. Donc dans Yirmia, chapitre 9, passage 22-23, Alit Alel Achacham, bon je ne vais pas dire en hébreu, donc le sage ne doit pas se louer de sa sagesse, le fort ne doit pas se louer de sa force, le riche ne doit pas se louer de sa richesse, mais de cela il faut se glorifier. Réfléchis et connais-moi, dit Hachem, car je suis Hachem qui fait Chesed, Tzedaka ou Mishpat sur la terre, et ce sont ces choses-là que je désire. Donc Hachem nous demande clairement au niveau de ce prophète de faire Chesed, Tzedaka et Mishpat. Dans d'autres versions, Al-Alechet Bidrachav, d'aller dans ses chemins, et ça se situe essentiellement au niveau des midot. Chesed, c'est une mida, Tzedaka ou Mishpat, ce sont des midot. Donc on doit faire Hachem nous demande de le faire exister sur terre et on devient de cette manière le support de la présence divine. Comment? Avec le libre arbitre qui nous permet à chaque instant de choisir entre nos penchants et le bien de la Torah. Et les midotes sont encadrés par la halakha. Alors si on arrive à choisir comme ça, si on réalise le but pour lequel on est créé, on fait exister sur nous les mesures divines de bonté, de droiture, de justice, Chesed, Tzedaka ou Mishpat. Et alors on arrive à la deuxième explication du passouk que j'ai été très heureux de retrouver parce que j'aurais été embêté de la dire sans un support. Le Meshach Chochma donne cette définition à propos de Moshe Rabbeinu dans son introduction du livre de Shemot. Que quoi? Mi Bessari, ça veut dire non pas à partir de ce que je vois dans ma chair, mais à partir de mon comportement, de la manière dont j'utilise mon corps. À ce moment-là, Echeze Eloka, je verrai Hachem en faisant exister sur moi ces mesures divines. C'est beau, cher. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez Très, très beau.